Bonjour à tous, vous êtes sur CCTV français, c'est votre journal en direct de Beijing. Nous débutons cette édition avec la réunion des dirigeants des économies membres de l'APEC qui entame sa seconde journée à Manille. Les dirigeants ont pris une photo de famille pour marquer cette réunion annuelle clé. L'accent est mis sur tels que l'intégration économique, les petites et moyennes entreprises, le développement du capital humain et la croissance durable. Mercredi, le président chinois Xi Jinping a participé au sommet des PDG de l'APEC où il a prononcé un discours clé. Plus tard, les dirigeants étaient réunis à un banquet organisé par le président Philippe Benigno Aquino III. Les dirigeants ont également pris une photo de groupe au centre international de la convention portant le baron Tagalog, la tunique nationale des Philippines. Lors du sommet des PDG de l'APEC à Manille, le président chinois Xi Jinping a présenté des propositions à la région pour encourager le développement économique dans un contexte de défis qui affectent l'économie mondiale. Il a déclaré que la Chine, en tant que seconde plus importante économie du monde, continuera sa politique d'ouverture, que les investissements étrangers sont toujours les bienvenus et enfin que la coopération avec les autres pays sera approfondie sous l'initiative d'une ceinture et une route. Un accueil chaleureux pour le dirigeant d'une économie géante. Lors de la réunion, le président chinois Xi Jinping a partagé ses points de vue sur l'économie du monde. Il a déclaré que le relancement de l'économie mondiale prendra du temps, ajoutant que l'économie de la région Asie-Pacifique fait également face à de nombreux défis. Il a dit que les économies de la région devraient travailler ensemble pour surmonter les difficultés. Il a suggéré des manières de stimuler le développement des économies de l'Asie-Pacifique, notamment en encourageant les réformes et l'innovation, en bâtissant une économie ouverte et en renforçant la connectivité. En tant que seconde plus importante économie du monde, la Chine a pris des mesures actives comme le renforcement des réformes pour faire face à l'économie mondiale ralentie. Le président chinois a indiqué que l'économie chinoise se trouvait toujours dans des rangs raisonnables, malgré les fluctuations de certains indices. Pendant les 3 premiers trimestres, l'économie chinoise a connu une croissance de 6,9%, contribuant ainsi à 30% de la croissance économique mondiale. Une telle croissance a été réalisée par une grande économie de plus de 10 000 milliards de dollars. Xi Jinping a souligné que les bases de l'économie chinoise restaient positives, déclarant que l'économie restait résistante aux difficultés des réformes. Il a ajouté qu'il y avait largement de possibilités de faire baisser la pression. Le président Xi Jinping a également déclaré que le pays continuera de s'ouvrir. La Chine travaille avec d'autres pays pour promouvoir la construction des zones de libre-échange. La Chine réduira les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers. Nous établirons les réformes pour le système de gestion des investisseurs étrangers, réduirons les restrictions d'accès au marché pour les investissements étrangers, améliorerons la protection de la propriété intellectuelle et accélérerons un environnement d'un marché ouvert, transparent, équitable et hautement efficace. Ici, je voudrais réaffirmer que la politique d'accueil des investisseurs en Chine ne changera pas, ni la protection des droits légitimes et des intérêts des entreprises à l'investissement étranger, ni son engagement à fournir de meilleurs services. Depuis le lancement de la proposition il y a 2 ans, l'initiative d'une ceinture et une route a été soutenue par plus de 60 pays. La proposition montre déjà des résultats. La Chine a signé des accords avec des pays dans une région qui encourage le développement économique. La coopération régionale sera approfondie et la Banque asiatique d'investissement pour les infrastructures sera établie officiellement d'ici la fin de l'année. Le président chinois a affirmé que la Chine encourageait l'implication de la communauté du monde des affaires dans son développement économique. Il a déclaré que la Chine accueillait la participation de la communauté à la prochaine réunion du G20 qui aura lieu en Chine en septembre 2016. Alors que la Chine accélère sa restructuration économique en développant son commerce et ses investissements à l'étranger et en étendant sa stratégie globale en cours, davantage d'entreprises chinoises ont commencé à participer à des forums de coopération comme la rencontre de l'APEC. En plus des opportunités d'affaires, elles souhaitent également plus d'exposition sur le marché international et avoir un rôle dans la formulation des réglementations internationales.
Importante compagnie aérienne chinoise, Hainan Airlines est devenue un conglomérat complet avec le transport aérien comme industrie pilier. Mais parmi ses 670 voies aériennes, ses destinations internationales représentent seulement un peu plus d'un quart des vols. Le directeur général de la compagnie a déclaré que le focus était placé sur le développement de la présence dans les marchés étrangers et il a ajouté que le développement intégré de la région Asie-Pacifique et maintenant l'initiative Une ceinture et une route pourrait générer de grandes opportunités pour cela. Pour notre compagnie, il est difficile de faire des progrès en seulement une rencontre. Mais durant un tel rassemblement, nous pouvons rendre quelques conclusions sur les tendances économiques mondiales et sur les régions qui profitent de stabilité et d'un solide statut de développement économique. Cela nous aide à identifier quelles nouvelles voies aériennes nous devons ouvrir et quelles villes ont du potentiel comme destination. Les premières estimations révèlent que parmi les 800 entreprises participant à la rencontre des dirigeants de l'APEC, 140 viennent de la partie continentale de Chine, soit 17,5% du total. Cela montre que les sociétés chinoises constituent la plus grande délégation industrielle et d'affaires, dépassant même les États-Unis et les Philippines. Pendant ce temps, le gouvernement chinois est également activement impliqué dans des interactions multilatérales dans le cadre de l'APEC. Beijing a organisé la 22e rencontre des dirigeants économiques de l'APEC en novembre 2014 et c'est durant cette rencontre qu'une feuille de route pour la zone de libre-échange de la région Asie-Pacifique a été dévoilée. Cela montre que la Chine joue maintenant un rôle plus crucial dans l'organisation. Avec la Chine, qui devient plus forte économiquement, et avec sa politique de réforme et d'ouverture actuelle, elle doit prendre l'initiative dans de nombreuses affaires. Nous espérons que sur les questions de la région Asie-Pacifique, la Chine pourra promouvoir la coopération qui est dans les intérêts de la Chine et de cette région. La Chine doit agir comme une force d'inspiration et un acteur majeur dans les affaires régionales. Toutefois, il y a aussi quelques préoccupations sur l'implication active de la Chine dans le commerce régional et dans d'autres initiatives économiques, et certains commentateurs choisissent d'interpréter ce comportement purement commercial à travers un angle politique. De tels malentendus pourraient signifier des incertitudes dans le processus d'intégration régionale. Lors d'une visite extrêmement mise en scène, celle du président des États-Unis sur un navire de guerre philippin, Barack Obama a annoncé que 2 bâtiments seront donnés à l'archipel. Le navire de recherche et l'autre bateau destiné aux gardes-côtes font partie de 250 millions de dollars d'aide militaire accordée par Washington à son allié du Pacifique. Alors qu'il se donnait aux côtés de son homologue philippin Benigno Aquino III, le dirigeant américain a critiqué les opérations chinoises en mer de Chine méridionale. Nous avons évoqué l'impact des revendications territoriales chinoises et des activités de construction sur la stabilité régionale. Nous avons convenu de la nécessité de mesures courageuses visant à apaiser les tensions. Parmi celles-ci, s'engager à ne pas revendiquer davantage de territoires, à ne pas réaliser de nouvelles constructions ou à ne pas militariser les zones de mer de Chine méridionale faisant l'objet de différends. La Chine a fait savoir que le sommet de l'APEC n'est pas destiné à aborder les différends territoriaux, précisant que lors de ce voyage, l'attention du président chinois Xi Jinping se concentre seulement sur le développement pacifique régional. C'est le ministère chinois des Affaires étrangères qui a répondu à Barack Obama en accusant les États-Unis de tenter de déstabiliser la situation dans cette zone maritime. Si quelque chose doit cesser, c'est la tentative américaine d'envenimer la situation en mer de Chine méridionale. Il devrait arrêter de provoquer les tensions en mer de Chine méridionale, éviter toute action susceptible d'enflammer la situation, respecter le principe de neutralité concernant ces différends, respecter les efforts entrepris par les États de la région pour garantir la paix et la stabilité et contribuer à la paix et la stabilité dans la région en prenant des actions concrètes. Ce dernier accroc dans les relations sino-américaines survient après le passage délibéré d'un destroyer lance-missiles américain dans une zone maritime considérée par Beijing comme faisant partie du territoire des îles Nansha. La visite du secrétaire à la Défense sur un porte-avions patrouillant en mer de Chine méridionale est un autre épisode récent. Pour le gouvernement chinois, Washington tente de s'immiscer dans les nombreuses revendications territoriales en mer de Chine méridionale, alors qu'il devrait se tenir à l'écart car les États-Unis ne sont pas partie prenante dans ce dossier. Depuis longtemps, la Chine a choisi de négocier directement avec les demandeurs que sont le Vietnam, les Philippines, la Malaisie et le Brunei, et Beijing d'assurer travailler avec ses partenaires de l'ASEAN pour établir un code de conduite.
En dépit des désaccords, la Chine et les États-Unis accentuent leur coopération navale. Le destroyer lance-missile américain USS Statham est actuellement au large de Shanghai, se préparant à réaliser des manœuvres avec la marine chinoise. Il y a 2 semaines, le destroyer lance-missile chinois Jinan avait atteint pour la première fois un port américain de l'Atlantique. Des exercices avaient alors été réalisés. Mais les tensions subsistent. Les États-Unis ont fait savoir qu'ils navigueraient régulièrement dans les eaux revendiquées par la Chine. De son côté, Beijing a affirmé que la souveraineté de la Chine sera défendue. Parvenir à gérer ces controverses sans escalade sera décisif. Le président chinois Xi Jinping a déclaré que la Chine condamne vigoureusement l'assassinat d'un citoyen chinois par le groupe État islamique. Il a par la même occasion présenté ses sincères condoléances aux proches de la victime. Le président Xi a désigné le terrorisme comme l'ennemi commun de l'humanité dans son entier et rappelé que la Chine se joint à la lutte contre le terrorisme sous toutes ses formes. Plus tôt ce matin, le ministère chinois des Affaires étrangères a confirmé la mort d'un citoyen chinois qui se trouvait aux mains de terroristes. Le porte-parole du ministère chinois, Hong Lei, a fait cette annonce, précisant que Fan Jinghui avait été enlevé et assassiné par le groupe État islamique. Nous enchaînons avec les attentats qui ont frappé Paris. Une opération de police en banlieue parisienne s'est terminée dans un bain de sang et par des arrestations. Mais nul ne sait où se trouve le terroriste qui aurait planifié les attaques de la semaine passée dans la capitale. Pour la seconde fois en une semaine, des coups de feu et autres explosions ont été entendus dans Paris. Les autorités françaises ont débuté un raid avant l'aube contre des suspects terroristes suspectés d'être derrière les attaques de la semaine passée qui ont fait 129 victimes. Au moins 2 personnes ont été tuées en Seine-Saint-Denis, une banlieue du nord-est ayant une forte population à majorité musulmane. Un suspect, une femme, s'est fait exploser en actionnant sa veste piégée juste avant le début de l'opération, tandis qu'un autre suspect est mort sous les balles. La police a indiqué avoir procédé à 8 arrestations. Les enquêteurs français déclarent continuer d'enquêter pour savoir si le principal suspect, le Belge Abdelhamid Abaoud, est mort ou non sur les lieux. Je vous précise que Abaoud et Salah Abdeslam ne font pas partie des gardés à vue. Les investigations se poursuivent donc tout à la fois pour identifier les terroristes tués, ceux qui sont en garde à vue, mais aussi tous ceux qui sont susceptibles d'avoir été impliqués d'une manière ou d'une autre dans cette campagne d'attentats, que ce soit sur le territoire français ou en Syrie. Et pour les habitants locaux, c'est le choc avec cette terreur qui arrive sur leur palier. J'ai vu les rues vides, après ça commence à tirer, les flics ils ont barricadé tous les côtés de Saint-Denis. Nous on est au centre-ville donc on voit à peu près tout ce qui se passe. Et là je disais à mon coloc que c'était des armes de guerre. Cette opération devrait fournir une légère assurance aux locaux qui étaient frustrés du manque de progression dans l'enquête de police. Mais ils doivent se rendre compte que cet épisode est loin d'être terminé. Et le président François Hollande a appelé le reste du monde à aider à détruire l'État islamique. Je sais bien que tous les pays n'ont pas les mêmes intérêts, n'ont pas les mêmes conceptions, n'ont pas nécessairement même les mêmes alliés. Mais ce qui est en cause, c'est de mettre un terme, d'anéantir une armée qui menace le monde entier et pas simplement certains pays par rapport à d'autres. Et au milieu de ces affrontements, Paris continue de pleurer ses 129 victimes qui ont péri lors des massacres de vendredi dernier. La Russie estime que le monde doit s'unir pour combattre le terrorisme. Le Premier ministre russe Dmitry Medvedev a parlé du besoin de réaliser des actions concertées, tandis que le président Vladimir Poutine a promis d'accélérer les frappes aériennes contre l'organisation État islamique en Syrie. La Russie et la France ont d'ailleurs déjà commencé une coopération navale et d'autres gestes semblables devraient être posés sous peu. La Russie perçoit le terrorisme comme un défi mondial qui demande une réponse unifiée. Le Premier ministre russe, Dmitry Medvedev, a parlé de la nécessité de réaliser des actions concertées pour combattre le terrorisme dans les coulisses du sommet de l'APEC à Manille.
Les attaques terroristes auxquelles la Russie et la France viennent de faire face touchent toute la planète. L'explosion du terrorisme est effectivement un défi mondial, un défi pour tout le monde civilisé. Il requiert une réponse unifiée, coordonnée et des actions pleinement concertées. Du même souffle, M. Medvedev a dit que la Russie peut vaincre le terrorisme seule, mais la meilleure solution reste pour Moscou et l'Occident de mettre leurs différences de côté et de combattre le terrorisme ensemble. Et c'est exactement ce que la Russie et la France semblent faire. Dans la foulée des attaques terroristes à Paris et de l'écrasement de l'avion russe en Égypte, Moscou et Paris ont entrepris de faire front commun militairement contre le groupe État islamique. Très bientôt, un groupe naval français mené par un porte-avions se rendra dans votre secteur d'opération. Vous devez établir un contact direct avec les Français et travailler avec eux comme des alliés. Le chef d'état-major et le ministre de la Défense ont reçu les ordres d'élaborer un plan aérien et naval commun avec eux. Les Russes ont doublé le nombre de frappes aériennes en Syrie mardi après la confirmation que c'est bel et bien une bombe qui est à l'origine de l'explosion d'un avion de passagers russes en Égypte le mois dernier. Cela s'est passé en même temps que la France réalisait de nouvelles attaques contre le fief du groupe État islamique à Raqqa. En signe de rapprochement avec la Russie, le président français François Hollande va rencontrer son homologue américain Barack Obama à Washington. Les deux chefs d'État vont ensuite se rendre à Moscou pour des pourparlers avec Vladimir Poutine la semaine prochaine. Les trois dirigeants vont mettre leurs différends de côté sur Bachar al-Assad et sur l'Ukraine et vont travailler à mettre sur pied un nouveau plan de match pour combattre le groupe État islamique en Syrie. Début novembre, Moscou et Beijing ont conclu un nouvel accord d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, ce qui contribue à renforcer la coopération commerciale entre les deux pays. En marge de la signature, un forum de 3 jours sur le thème de l'énergie, exploration, production, transformation se tient à Moscou. Tandis que l'hiver s'installe, les autorités russes et chinoises ainsi que des représentants d'entreprises des deux pays se sont réunis à Moscou pour participer à une rencontre bilatérale sur le thème de l'énergie. L'exploration pétrolière et gazière se trouve au cœur de la discussion au même titre que les nouvelles technologies. Le gouvernement russe se dit favorable à la diversification de sa base de clients dans le domaine énergétique depuis que des tensions avec l'Occident sont apparues suite au conflit ukrainien. Notre potentiel de collaboration est immense. C'est le cas tout d'abord en termes d'exploration des ressources de l'Est de la Sibérie et de l'Extrême-Orient qui n'ont pas été sollicitées au cours de la dernière décennie. La Russie connaît une période de ralentissement économique depuis que l'Union européenne et les États-Unis ont imposé des sanctions à son encontre et que les prix du pétrole ont baissé. He Jianwei de l'Association de développement de la Chine à l'étranger est convaincu qu'il s'agit là d'une opportunité pour la Chine de renforcer ses liens commerciaux avec la Russie. Je pense que le moment est propice au développement d'un secteur de l'énergie entre la Chine et la Russie, et ce, malgré la chute des prix pétroliers, car j'ai la conviction que ce phénomène est temporaire et non pas permanent. Le ministre adjoint russe de l'énergie a souligné l'importance des infrastructures et des transports pour le développement d'un secteur de l'énergie entre la Chine et la Russie. C'est le cas en particulier pour la Sibérie et l'Extrême-Orient. Il a également mentionné que les deux gouvernements font tout ce qu'ils peuvent pour encourager les initiatives de développement dans ce domaine. Plus tôt cette année, la Chine et la Russie ont conclu un accord d'une valeur de 25 milliards de dollars autorisant la Chine à faire crédit aux entreprises russes. En 2014, les deux pays se sont entendus sur l'acheminement de 40 milliards de mètres cubes de gaz par an de la Russie vers la Chine. Ce contrat représente 400 milliards de dollars sur 30 ans. Aujourd'hui, les discussions portent sur le développement du partenariat sino-russe dans le domaine de l'énergie. Le bénéfice est ici mutuel, puisque la Russie cherche de nouveaux débouchés pour l'énergie qu'elle produit et que la Chine fait face à une demande importante. Merci de nous retrouver pour la seconde partie de cette édition. Nous enchaînons avec de l'actualité en Chine. Le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État de la République populaire de Chine a organisé une conférence de presse portant sur les efforts pour combattre les changements climatiques. Xie Zhenghua, le représentant spécial des affaires des changements climatiques, a rappelé que des progrès sont enregistrés à ce niveau.
Cette année marque la dernière année du 12e plan quinquennal, pendant lequel nous avons fait des progrès pour aborder les changements climatiques. Voici quelques statistiques. Pendant cette période de 5 ans, les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB ont diminué de 6,1% sur une base annualisée pendant 2014. Et ils ont baissé de 15,8% en général depuis 2010. M. Xi a indiqué que la Chine a atteint son objectif fixé par le 12e plan quinquennal. Il a aussi mentionné la série d'objectifs de la Chine qui vont permettre de limiter les émissions polluantes. Beijing veut que les émissions de dioxyde de carbone atteignent un niveau maximal vers 2030, mais a dit que la Chine a l'intention d'essayer d'atteindre ses cibles plus tôt. La Chine a aussi promis de réduire les émissions de dioxyde de carbone par unité de PIB entre 60 à 65% du niveau de 2005 avant 2030 et d'augmenter la part des sources d'énergie renouvelables à environ 20% avant 2030. La Chine a réduit aujourd'hui les prix du gaz naturel non résidentiel. Il s'agit du deuxième ajustement tarifaire effectué cette année. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que les prix du gaz naturel non résidentiel seraient réduits de 0,7 yuan par mètre cube. De nouveaux prix qui seront appliqués à compter du 20 novembre prochain. Le prix total du gaz naturel fixé par le gouvernement est de 60 milliards de yuan et avec le prix réduit de 0,7 yuan par mètre cube, il sera réduit de l'ordre de 43 milliards de yuan. De plus, avec l'effet à l'égard des prix du marché, le coût total de la réduction envers les entreprises existantes pourrait atteindre les 100 milliards de yuan. Le récent déclin des prix mondiaux du gaz naturel, de même que l'approvisionnement abondant dans le pays, ont accéléré la réforme des prix du gaz naturel. En addition à cette réduction des coûts pour les entreprises concernées, des prix plus bas permettront également de promouvoir l'usage d'une énergie propre. Cela affectera une grande variété de secteurs tels que l'électricité, le verre, la céramique, la métallurgie non ferreuse et certaines industries d'ingénierie chimique. Et cela aidera ces entreprises à réduire leurs coûts et à mieux exercer leur activité. La Commission nationale pour le développement et la réforme a déclaré que la Chine adoptera prochainement des mesures visant à libéraliser les prix sur le marché du gaz naturel. Le régulateur de la télévision chinoise vient d'interdire aux fournisseurs de boîtiers décodeurs d'autoriser l'accès à 81 applications illégales. La mesure suscite néanmoins des réactions partagées parmi les habitants de Shanghai. Les décodeurs TV sont devenus populaires au cours des dernières années car ils permettent à leurs utilisateurs de regarder des films, des clips et d'autres programmes disponibles en ligne directement sur leur écran de téléviseur. Depuis ce week-end, il est interdit d'installer sur ces boîtiers des applications vidéo tierces qui souvent donnent accès à des contenus piratés ou obscènes. Si vous voulez regarder plus de vidéos, vous avez besoin d'installer ces applications tierces sur le boîtier. Lorsque j'ai entendu parler de la nouvelle régulation, je me suis dit que c'était dommage pour la qualité des films disponibles. Dommage pour l'expérience de visionnage également, car un écran de téléviseur est plus grand qu'un écran d'ordinateur. Mais d'autres ne se soucient pas d'un tel boîtier. Je ne passe pas beaucoup de temps chez moi et j'utilise peu ma télévision. J'ai l'habitude de regarder des vidéos sur mon ordinateur. Je n'utilise pas de boîtier décodeur parce que je ne connais pas grand-chose aux détails techniques requis pour l'adapter à mon téléviseur. Et j'aime bien utiliser mon smartphone ou ma tablette pour regarder ou télécharger des vidéos. Certains analystes estiment à 90 millions le nombre de décodeurs TV installés dans le pays. La mesure mise en place ce week-end va amener de nombreuses entreprises à réviser leur contenu pour en contrôler la légalité. Une fois qu'ils disposeront de leur propre contenu, ils pourront développer un nouveau modèle commercial. Si vous fournissez le contenu, vous pouvez faire payer le boîtier, mais également des frais d'adhésion annuels. Selon Wang, il y a fort à parier que l'industrie connaîtra de nombreuses fusions, entraînant la création de larges entreprises qui disposeront des ressources nécessaires à la production de leur propre contenu. C'est ainsi que se conclut cette édition. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes sur notre antenne. À très bientôt.